Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au Forum du patrimoine. J'ai le plaisir d'animer cette 4e édition du Forum qui se tient ici au Salon international du patrimoine culturel à Paris. Ce Forum du patrimoine est organisé par Atelier d'Art de France et le magazine Atrium avec le soutien de la Fondation France Bois Forêt pour notre patrimoine. Je reçois cet après-midi sur le plateau 3 invités qui viennent échanger autour de la question « Faut-il protéger le patrimoine de la réglementation ?» Bonjour à tous les trois. Bonjour. Tout d'abord, Judicaël de la Soudière-Nio. Bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte du patrimoine et vice-président de l'Association des architectes du patrimoine. Exactement. À vos côtés, monsieur Gilles Alglave. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'association Maisons Paysannes de France. Et enfin, notre 3e invité, monsieur Benjamin Abba-Péréa. Bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte des bâtiments de France pour le département du Val d'Oise. C'est ça, et je représente l'Association nationale des architectes des bâtiments de France aujourd'hui. Merci de votre présence à tous les trois. Pour rentrer dans le vif du sujet, peut-être pouvez-vous nous faire un petit point. Quelle est la différence entre réglementation, normes, normalisation, DTU, règles de l'art ? Il y a beaucoup de choses qu'on entend autour de ces questions-là. Peut-être vous pouvez nous éclairer. Moi, je veux bien commencer par ce que je maîtrise peut-être un peu plus par rapport au législatif, c'est les règles de l'art. Qu'est-ce qu'on appelle les règles de l'art chez nous, à Maisons Paysannes, qui s'intéresse à une architecture vernaculaire, qui n'a pas été souvent très intéressante pour ceux qui s'intéressent à l'architecture, qui a fait l'objet d'études et de production écrite. Là, on est dans l'oralité et dans la tradition. Donc les règles de l'art dans le bâti dit ancien, c'est ce qui se faisait à une époque, sur un territoire, en fonction des moyens que l'on avait et de la transmission de ces savoir-faire, des règles de l'art qui étaient, on va dire, aujourd'hui assimilables à l'enseignement compagnonique qu'on connaît. On était là-dedans. Les règles de l'art, c'est ça. C'est ce qui convient, à un moment donné, à une logique constructive qui utilise des matériaux qui ont des logiques et qui doivent être utilisés conformément à ces logiques et à ces fonctionnements. Comme ça que je définis la chose. Pour la réglementation. Et alors, réglementation, alors à la base, on se dit réglementation et patrimoine, à la base, c'est antinomique. Mais tout n'est pas négatif. Réglementation, déjà, alors la réglementation, c'est la loi. Les normes, c'est pas la loi. Ce sont des codes que dans le métier nous devons suivre, mais c'est pas une loi. Donc il y a quand même un distinguo très important à faire. Dans la réglementation, il y a différents types de réglementations qui nous servent dans notre quotidien, et notamment il y a le Code du patrimoine. Le Code du patrimoine, c'est bien sûr une réglementation qui nous suit dans notre quotidien, mais avant tout pour ma part et également pour vous, Benjamin, c'est un outil. Donc le Code du patrimoine, c'est un guide extrêmement utile pour notre travail, mais aussi pour le bien du monument. Après, il y a des réglementations aussi, effectivement, donc des lois qui sont un peu moins faites pour le patrimoine, et ça, c'est plus difficile. Effectivement, on doit faire avec. Benjamin, vous voulez compléter ? Peut-être oui, effectivement, la réglementation telle que effectivement, le Code du patrimoine et puis même d'autres codes sur lesquels nous on travaille tous les jours, c'est le socle commun qui encadre l'exercice de nos professions, que ce soit architecte du patrimoine, architecte des bâtiments de France. Tout cet exercice, il se fait dans le cadre qui est défini par la loi, effectivement, et qui permet quand même, notamment dans le cadre du Code du patrimoine, de préserver le patrimoine. Ça, il faut pas l'oublier. Alors comme le disait Gilles au début, les règles de l'art en fait sont beaucoup plus proches, je dirais, du patrimoine et du savoir-faire lié à chaque matériau et donc lié à la construction d'un édifice ancien. Et après, il y a cet entre-deux que sont les normes. Et les normes, en fait, à la base, encore une fois, on se dirait c'est un peu fait pour les mauvais architectes, ceux qui oublient un petit peu toutes les règles, et donc ils construisent de façon peut-être trop libre. C'est vrai que la norme, dans notre quotidien, est souvent considérée comme une contrainte. Néanmoins, il ne faut pas oublier qu'assez souvent, elle peut être aussi un guide aussi
parfois intéressant et utile, notamment par exemple dans le cadre d'un ERP. Les réglementations parfois nous permettent en fait d'intégrer des complexités, notamment liées aux règles de sécurité incendie, que clairement dans nos métiers d'architecte, nous n'avons pas toujours parfaitement à l'esprit. Et donc auquel cas sont une sorte de rappel à des objectifs communs je dirais de la société qui sont vraiment positifs. Ça, c'est pour le côté positif. Et après, pour le côté négatif, c'est vrai que les normes, il y a aussi en quelque sorte une chape rédactionnelle qui entoure assez souvent en fait, des procédés, des matériaux qu'on emploie ou des réglementations tout simplement d'intervention qui sont quand même vraiment pas adaptées à la restauration de nos monuments. Et donc, en fait, notre travail, c'est souvent de les contourner, faire avec. Oui, alors que finalement, la réglementation, elle est plutôt adaptée au patrimoine, si on pense au code du patrimoine, voilà. Exactement. La réglementation, effectivement, c'est aussi bien la loi de 1913 qui protège les monuments historiques, la loi de 1943 qui crée les abords de monuments historiques, mais que aussi les lois les plus récentes qui potentiellement peuvent mettre en danger certaines situations patrimoniales existantes. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille, effectivement, dans le cadre après des différentes normes qui sont établies, qui découlent en fait après aussi des lois. Hein. Il faut aussi le voir comme ça. Alors pour ce sujet, c'est un exemple, une illustration, mais assez significative. En 2019, juste après l'incendie de Notre-Dame, il y avait la loi Notre-Dame qui a été préparée en rédaction par le gouvernement. Et en fait, cette loi prévoyait de chanter absolument toutes les réglementations. Et on a regardé ça très rapidement avec l'association des architectes du patrimoine. Et nous avons vu que pouvoir chanter, permettre de chanter par exemple le code de l'environnement, par exemple pour la réouverture de carrière, ça peut être très intéressant. Parce que évidemment la réouverture de carrière c'est un processus extrêmement long, c'est un exemple. Mais par contre, chanter le code du patrimoine c'est un vrai problème parce que restaurer un grand édifice, mais même n'importe quel édifice du patrimoine, n'importe quel monument historique sans le code du patrimoine, on a trouvé que c'était vraiment un mauvais signal. Et donc nous avons ensemble, et notamment avec le Sénat qui a vraiment été avec nous là-dessus, on a parlé au gouvernement, on lui a dit mais il faut vraiment réintégrer le code du patrimoine qui est un outil absolument positif et fabuleux. Et donc ça a été fait. Donc la restauration de Notre-Dame, heureusement, se fait avec le Code du patrimoine. Suivre le Code du patrimoine, c'est aussi s'assurer en fait quelque part que les choses sont faites dans les règles. C'est pas pour rien non plus qu'on a une réglementation. C'est pour s'assurer que la restauration du patrimoine bâti, que ça concerne Notre-Dame, qui est un édifice particulier à bien des égards, aussi bien pour la France que pour le monde entier, que n'importe quel patrimoine protégé ou non, effectivement, ça c'est extrêmement essentiel. Alors, j'en profite pour rebondir sur cette nébuleuse des règles, des règlements, des normes, des DTU et autres documents qui sont des documents contraignants et quelquefois qui viennent se télescoper et qui aboutissent à la production de normes contre-productives où on vient contester le travail qui est la mission essentielle de ceux qui sont chargés d'appliquer le Code du patrimoine dont on a parlé et qui quelquefois ne peuvent pas le faire parce qu'on a mis en avant d'autres priorités. Et c'est le cas aujourd'hui dans la façon dont les ministères n'ont pas travaillé en concertation. Il y a une cacophonie, on ne peut pas le dire autrement, entre les politiques publiques. Il y a une incohérence, encore une autre façon de dire les choses, entre les politiques publiques qui aboutit à remettre en question la loi. Parce que le Code du patrimoine, le Code d'environnement, c'est une loi. Et à un moment donné, donc, il faut rappeler à la loi qui s'applique à tout le monde et faire en sorte qu'il n'y ait pas ce genre de mauvais exemples, de non-respect du droit ou de la remise en cause, on va dire, du pouvoir des ABF. On l'a vu par exemple pour la pose des panneaux photovoltaïques dans les zones qui étaient protégées, où on remettait en cause l'avis conforme à un moment donné. Et les associations, heureusement qu'elles sont là, sont montées au créneau. Il y a eu plus de 20 partenaires donc, associatifs qui se sont adressés au président de la République pour lui dire qu'il fallait absolument maintenir la prérogative de l'avis conforme. Voilà. Alors, ça a permis aussi de lancer le sujet sur nous demandons à ce que le ministère de la Culture soit associé au travail sur la réglementation énergétique, ce qui n'a pas été le cas. Nous avons appris avec grande stupeur, lors de l'audit du Sénat, le ministère de la Culture était représenté, qu'il n'avait pas été associé à l'élaboration de cette réglementation. C'est une aberration. Ça veut dire que les ministères sont des électrons libres qui fonctionnent dans un pays sans gouvernement.
c'est vraiment très inquiétant, on va dire. Oui, et puis cet l'enjeu climatique, l'enjeu environnemental, voilà. On attend effectivement une réglementation voilà. liée au patrimoine voilà. sur ces sujets-là. Alors il semble que notre alerte a été écoutée, puisque en fait on a une réponse de la ministre de la Culture qui a repris la main et qui le dit clairement dans une réponse à la sénatrice Joseph Els des Ardennes, qui reprend l'argument qu'il faut former et qu'il faut adapter l'outil du diagnostic qui aboutit à la catastrophe que l'on constate sur le bâti ancien, et qui reprend donc la nécessité d'une formation pour ces diagnostiqueurs et d'une réglementation donc, qui soit adaptée à l'objet, c'est-à-dire le bâti ancien qui ne peut pas être, on va dire, évalué de la même façon que le bâti dit moderne. Et ce qui me fait plaisir aussi, c'est que dans ces textes officiels, jusqu'à présent, on ne parlait que des passoires thermiques. Dans tous les textes réglementaires, on ne prononçait pas le mot bâti ancien, qui est un mot qui est acté par la statistique. 1948, il y a un avant, il y a un après. On n'en parlait pas. Et donc tout ce qui était ancien, dans la tête du citoyen de base, qui n'est pas au courant des subtilités, on va dire, de la chose, mettait ceci dans la catégorie des passoires dites thermiques. Alors c'est infamant, c'est stigmatisant et c'est mensonger. Le bâti ancien ne fait pas partie des passoires thermiques. Et aujourd'hui, eh bien, le gouvernement utilise le mot bâti ancien. Et on parle d'un DPE spécifique bâti ancien. Alors, il y avait le choix de parler de DPE spécifique patrimoine. On a choisi bâti ancien, je trouve que c'est un bon choix. Oui, parce qu'il y a des vrais enjeux de réglementation pour le bâti ancien. Est-ce que vous pouvez peut-être un peu développer ça? On a parlé du DPE, mais pourquoi est-ce que c'est important d'avoir une réglementation pour le bâti ancien spécifique, pour cette partie énergétique? Parce qu'en fait, le bâti ancien, justement, ce qui fait sa richesse et ce qui fait la richesse du patrimoine français, c'est justement sa diversité. Il est pluriel. Il est pluriel parce qu'on a autant de types de patrimoine que de départements ou de régions françaises. On a des techniques constructives qui dépendent selon les régions. On a donc des modes constructifs qui dépendent donc des régions, des époques aussi auxquelles les bâtiments ont été construits. On a des matériaux qui sont propres aussi à des endroits bien particuliers en France. Et on ne peut pas appliquer des techniques d'isolation ou de rénovation du bâti de manière généralisée à un patrimoine qui est aussi diversifié. On ne peut pas banaliser en fait la rénovation énergétique, même si on peut potentiellement la massifier, ça c'est envisageable, mais pour autant il ne faut pas la banaliser. C'est ça nous que vraiment on essaye de prôner, c'est bien faire comprendre qu'on ne peut pas lancer un processus de banalisation de la rénovation énergétique pour le motif qu'il faudrait isoler ou en tout cas rénover 500 000 logements par an en France. Pour arriver à cet objectif-là, il faut justement s'appuyer sur des outils qui sont peut-être plus performants, sur des formations importantes aussi des personnes qui réalisent, qui utilisent ces outils tous les jours, donc effectivement les diagnostiqueurs, mais aussi les architectes, les bureaux d'études, l'ensemble des acteurs de la chaîne qui interviennent sur ces rénovations, que ce soit aussi les entreprises. Et l'idée c'est ça, c'est de définir un peu un socle commun pour tous ces acteurs, que ce soit le monde associatif, les entreprises, que ce soit la CAPEB, la FFB, le Conseil national de l'ordre des architectes, mais aussi les architectes du patrimoine, les associations, le CEREMA. On pourrait citer l'ensemble des acteurs, mais l'intérêt, voilà, c'est qu'on puisse mettre tout le monde autour de la table et essayer de définir la façon dont on peut intervenir le plus justement possible sur un patrimoine qui est aussi divers que celui qu'on a en France. Et je rajouterais que ce patrimoine aujourd'hui, du point de vue du discours sur l'écologie, doit être présenté comme une ressource. Et aujourd'hui, force est de constater que la réglementation n'a pas pris en compte cette forme de discours sur la conservation de ce patrimoine qui, d'un point de vue des économies d'énergie dont on parle, et on peut parler de l'énergie grise, ce concept que tout le monde véhicule quand on rentre dans le détail, c'est de l'énergie grise déjà existante, profondément durable. C'est souvent des économies au niveau du cycle de vie des matériaux qui sont recyclables, qui sont issus des circuits courts, ce qu'on met en avant dans le discours encore aujourd'hui. Détruire ce patrimoine en considérant que c'est un déchet et qu'il n'est pas, on va dire, inscriptible dans la modernité qui est la nôtre, c'est vraiment un manque de culture. Et c'est aussi une erreur du point de vue du calcul que nous avons tous en tête pour vouloir sauver la planète, chacun à son niveau, parce que c'est une dépense d'énergie folle qui va nécessiter qu'on remette de l'énergie grise pour construire
des éléments qui n'auront pas la durabilité et qui seront de nouveau dans l'obsolescence programmée de tout ce qui est fait aujourd'hui. Il faut quand même le dire. Tout ce qu'on construit aujourd'hui ne durera pas aussi longtemps, on le sait. C'est des durées qui n'ont rien à voir avec les durées du bâti qui nous intéressent. Et donc là, on est vraiment dans un discours écologique profondément convaincant si on sait le présenter de façon pédagogique. Et moi, je rebondis sur la norme, enfin pas la norme, mais la réglementation, plutôt que d'être considérée comme elle est aujourd'hui, d'ailleurs, comme un outil coercitif. Le DPE est mal vécu par nos concitoyens, parce que là, c'est une atteinte à leur liberté de propriété, qui devient très contingentée aujourd'hui. On ne peut plus vendre, on ne peut plus louer, si on n'a pas atteint l'évaluation qui a été déterminée par un outil qui ne correspond pas à la réalité. Si on se servait de l'outil, si on l'adaptait, c'est ce qui va se faire forcément, parce qu'on n'a pas le choix, eh bien, ça pourrait être un outil d'acculturation, la réglementation. Elle pourrait permettre de former à cette culture du bâti ancien tous les acteurs. On a parlé des acteurs, on va dire, institutionnels, professionnels, diagnostiqueurs, bureaux d'études, architectes et compagnie, mais aussi le commun des mortels, celui qui signe le devis, celui qui est démarché au téléphone aujourd'hui et qui succombe à l'appel de l'isolation complètement stupide à 1 euro et qui se fait spolier son patrimoine, qui va être en grande souffrance et qui, par ricochet, mettra le confort de l'occupant en grande difficulté aussi. Donc là, on est à côté de la plaque et donc il est temps de considérer que la réglementation, ça peut être aussi bénéfique pour entrer dans une culture partagée de cette richesse patrimoniale que constitue cette catégorie de patrimoine mal connu, mal enseigné et aujourd'hui profondément maltraité. Alors en effet, là, au lieu de parler d'isolation thermique, en fait déjà il faut vraiment focaliser davantage la communication sur l'objectif commun de notre problème climatique, qui est plutôt le bas carbone. Et effectivement, sur le bas carbone, un bâtiment ancien, un monument historique, un bâtiment ancien a plus qu'un coup d'avance. Et donc là-dessus, on est vraiment très bon, sauf qu'on ne le communique pas encore très bien, mais on est excellent et voilà. Et donc il faut le dire. Il est intéressant de le rappeler, on est passé de la RT 2012 à la RE 2020. Alors la différence, elle est importante pour les gens qui savent pas à quoi ça correspond, parce que tout a un sens. La RE 2020 prend en compte l'environnement. C'est beaucoup plus large que la réglementation thermique qui ne prenait en compte que les performances thermiques. Là, on prend le bilan carbone, c'est-à-dire l'analyse du cycle de vie de tout ce qui va être produit, utilisé pour réaliser l'objet de la construction. Et donc, le bâti ancien, il est forcément vertueux là-dedans, puisque c'était des produits qui avaient un bilan carbone pratiquement nul. Donc le détruire, c'est pas un bon geste. Et pour rebondir encore sur le sujet des matériaux notamment, et puis de la politique bas carbone, c'est se dire que la rénovation énergétique du patrimoine bâti ancien, justement, elle doit se faire avec des matériaux qui sont choisis de manière cohérente par rapport aux techniques constructives qui ont été employées, et on sait faire, puisque c'est des choses qui n'ont rien de nouvel au final, hein. On ne fait que réemployer les techniques qui existaient auparavant, et de la même manière qu'on ne pose pas un polystyrène sur une façade en pierre, qu'on va aller chercher plutôt des matériaux géo-biosourcés qui ont aussi des capacités de perspirance qui vont permettre au bâti de respirer, prolonger son mode de fonctionnement et toute son hygrométrie. Alors je pense que Julie-Caël en parlerait mieux que moi, mais effectivement la question des bétons de chanvre, comment on fait aussi pour mettre en avant des techniques qui n'ont rien de nouveau, mais qui sont plus respectueuses d'un patrimoine bâti, qui est celui qu'on défend, et qui sont pour autant peut-être un petit peu plus difficiles à mettre en œuvre que des techniques plus classiques comme le fait d'empiler effectivement des isolations qui sont usinées. Comment on fait ça, comment on fait pour mettre ça en place de manière un peu plus généralisée ? Alors je rebondis sur ce point-là qui me paraît fondamentalement important. Aujourd'hui, il y a des filières qui sont en voie de constitution. Il y en a qui sont bien structurées déjà. La filière, par exemple, chaux-chanvre est bien connue, etc. On est en train de travailler sur le terre-chanvre, qui est beaucoup plus vertueux du point de vue du bilan carbone, il faut quand même le dire. Et alors, ça fait partie des matériaux dits biosourcés ou géosourcés. Et c'est une proposition que moi j'ai faite
aux députés qui nous contactent quelquefois pour avoir notre avis sur les projets d'amendement qu'ils pourraient faire lors de la discussion de la loi de finances, par exemple, eh bien, j'ai proposé, je ne suis pas le seul à penser qu'il faut agir dans ce sens-là, qu'il y ait un taux de TVA réduit pour mettre ces produits qui sont profondément écologiques et vertueux aujourd'hui au même niveau de concurrence du porte-monnaie par rapport au porte-monnaie du consommateur, qui aujourd'hui est plus enclin à choisir les produits industrialisés. Je parle des laines minérales, je ne citerai pas les fabricants parce que tout le monde les connaît, qui sont effectivement performantes et qui sont performantes aussi au niveau du coût. Par rapport à ces produits dits biosourcés qui sont profondément écologiques mais qui restent encore élitistes par rapport au porte-monnaie parce que coûteuses par rapport aux filières qui ne sont pas encore structurées suffisamment pour être dans ce marché compétitif. Donc un taux de TVA à 5,5 réduit pour ce type serait aussi un moyen de prendre en compte cette nécessité de faire en sorte de populariser, de rendre à la portée de tous et de chacun ces choix de matériaux profondément vertueux. Sinon, ce n'est pas une écologie, c'est une écologie élitiste et qui n'est pas une écologie finalement très efficace. Oui, mais est-ce que le développement de ces filières n'est pas entravé justement par la normalisation? Alors, pour l'instant, non, parce que tout le monde reconnaît le bien fondé de ces filières, y compris les industriels qui commencent à s'y intéresser. Les industriels s'intéressent à la terre, peut-être d'une façon différente de ceux qui considèrent que la terre doit rester un matériau réversible de façon éternelle. Ils s'y intéressent parce que ça peut être un moyen pour eux d'innover ou de déposer des brevets qui vont leur permettre de continuer à fonctionner de la façon dont ils ont choisi de le faire. Mais je pense que ce n'est pas un problème majeur pour que ces matériaux continuent leur chemin, continuent à s'imposer, parce que finalement, les retombées aussi, c'est les circuits courts, c'est, comment dirais-je, l'activité humaine que ça génère sur les territoires. Ce sont quand même des produits qui viennent du monde agricole, les biosourcés en particulier. Et donc, ce sont des nouveaux métiers pour les agriculteurs et pour toutes ces populations rurales qui n'est pas toutes dans l'activité agricole et qui peut donc profiter de façon, on va dire, tout à fait positive du développement de ces filières qu'il faut absolument encourager par la réglementation, entre autres, et par l'incitation à l'utilisation de ces produits tout à fait conformes à la conservation du patrimoine et des logiques que ces bâtiments très subtils nécessitent pour continuer à vivre dans de bonnes conditions. Alors, vous parlez d'incitation. Encore un petit point sémantique là sur la question des normes. C'est pas une norme, mais les processus de labellisation peuvent être, les labellisations peuvent être intéressantes. Il y a une labellisation que nous avons mis en place, que nous avons réalisée avec Efinergy. Efinergy est une association qui fait de la labellisation, c'est vraiment reconnu. Et donc tout récemment, depuis 3 ans, l'association des architectes du patrimoine a mis en place, on vient de le terminer cette année, en début d'année 2023, donc une labellisation spécifique pour le patrimoine. Et donc qui d'ailleurs met en valeur le bilan bas carbone en fait, d'un bâtiment et d'une restauration. Et pas seulement, ne s'en cantonne pas seulement à la question, encore une fois, d'isolation thermique. Donc voilà, l'incitation, elle peut passer aussi par le biais de subventions donc, qui sont données à des labellisations comme celle-ci. Alors pour l'instant, c'est un processus expérimental et j'aimerais beaucoup, nous sommes pas mal à le souhaiter, que cette labellisation soit vraiment effective et générique et non plus seulement expérimentale. Et pour rebondir sur les normes aujourd'hui, parce qu'on est en démocratie, mais c'est vrai que la norme, c'est un petit peu une dictature. Aujourd'hui, c'est comme ça qu'elle est ressentie. Il faut savoir qu'on travaille, nous, Maison Paysanne, depuis très longtemps avec les scientifiques, qui sont très demandeurs, sont des gens intelligents, qui ont bien compris que c'était un secteur qui leur échappait. Et ils ont envie véritablement de faire rentrer dans la science et dans la connaissance ces matériaux. Et aujourd'hui, donc, pour la 3e étude, ça fait donc déjà 6 ans qu'on mène des études sur le bâti ancien de type hétérogène pan de bois torchis, qui utilise donc le torchis, la terre, entre autres. On va travailler sur des façades, on va dire, améliorées thermiquement par l'intérieur avec des biosourcés, des géosourcés, terre-chanvre, qu'on va appareiller, qu'on va mesurer, et on pourra produire ensuite des données scientifiques qui diront, voilà, un mur avec une épaisseur donnée de ce type d'isolant, c'est tant
de qualité gagnée et ces temps de performance énergétique obtenus. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument poursuivre. Ça fait des années qu'on fait ça. Ça a commencé avec le projet Battant, dont on a déjà parlé depuis 2011, qu'on avait tendance à avoir oublié aujourd'hui avec le DPE. Quand on parle des passoires thermiques et qu'on le bâti ancien en fait partie, non. Le projet Battant, on l'a montré. Il faut le dire, il faut le répéter. Ce sont des études scientifiques qui coûtent cher, qui sont financées par l'ADEME, donc notre argent aussi public. Et à un moment donné, ça fait partie de la connaissance, qui est un acquis que tout le monde doit avoir en tête. Quand on continue à avancer dans la réglementation, il faut ne pas oublier que ces études nous ont fait gagner dans la connaissance de ces produits et ne pas les oublier. Et là, on poursuit. On a une étude qui s'appelle Isoliba, isolation hygroscopique du bâti ancien avec des bio et des géosourcés sur la logique Pan-de-Bois-Torchy. Voilà, qui commence en 2023, financé par l'ADEME en partie, et qui, normalement, se terminera par la production d'un cahier de recommandations pour les professionnels qui leur permettra de s'appuyer sur cette avancée scientifique obtenue grâce au partenariat de maisons paysannes, des thermiciens et des chercheurs qui sont dans ce partenariat avec nous. Je vous remercie, on sent un vrai dynamisme de l'ensemble des acteurs. Peut-être une dernière question qu'on peut aborder ensemble, la question des énergies renouvelables, parce que ça vient aussi dans la réglementation. Alors, qu'est-ce qu'on en pense dans le patrimoine ? Alors, c'est une bonne question. Moi j'ai ma petite idée, mais je ne voudrais pas monopoliser le micro sur ce sujet. Je pense que c'est une vaste question, les énergies renouvelables. Aujourd'hui, chaque association a une position qui est la sienne par rapport à ça. Certains sont en lutte contre l'éolien, qui est considéré comme une atteinte souvent au paysage et qui vient en contradiction avec la nécessité de protéger l'environnement de ces monuments, qui remet en cause quelquefois les périmètres, etc. etc. Il y a aussi le problème du photovoltaïque. Donc moi, je pense qu'il faut être pragmatique sur le sujet. Ce sont des technologies nouvelles. Il faut les utiliser le mieux possible. Il faut surtout diversifier au maximum, on va dire, ces cas de figure. Et aujourd'hui, malheureusement, on est dans une logique de lobbying. Chaque industriel, en fonction de ce qu'il a à vendre, a envie de gagner et de ne pas perdre des parts de marché. Donc ça, c'est pas la bonne façon. Et aujourd'hui, on voit bien que au niveau des, par exemple, je prends des énergies pour le chauffage. Vous avez les énergies naturelles, le gaz, le fioul. Et vous avez l'électricité qui n'est pas une énergie naturelle, elle est produite. On voit comment la législation a évolué aujourd'hui en France. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les coefficients de pondération des énergies telles que l'électricité, à l'origine, l'électricité pour la fabriquer, il faut produire de l'énergie. Les rendements ne sont pas bons, il faut la transporter, il y a des pertes. Il y avait un coefficient de 2,38 qui tenait compte de ces pertes. Il est passé de 2,38 à 1 aujourd'hui. On considère que l'énergie électrique est au même niveau que l'énergie du gaz et l'énergie du fioul. Alors, on peut se poser la question, est-ce que c'est une réalité que l'on peut accepter monnaie comptant, argent comptant, ou c'est quelque chose qui est le fruit du lobbying quelque part, des industriels? Et la réalité, c'est que avec ce concept-là, eh bien, ça va permettre de faire passer des logements qui étaient dans des catégories dites de passoires thermiques dans des catégories qui ne le sont plus. Il suffira de chauffer à l'électrique. Donc c'est une manipulation sur les étiquettes énergétiques, ça ne va pas plus loin. Donc ça pose un problème quand même quelque part. Voilà, ça, je dis les choses comme je les sens. Et voilà, chacun peut avoir son point de vue, c'est le mien. Monsieur Abba-Perea, vous voulez réagir? Oui, alors, les énergies renouvelables, on peut difficilement avoir une position de principe. Pour ou contre, ça serait assez peu productif. Parce qu'il faut effectivement voir de quoi on parle. On a parlé de l'éolien, et on pourrait parler de la méthanisation, on peut parler de la géothermie, on peut parler du photovoltaïque, qui en plus se développe de différentes manières. Il y a énormément de choses qui sont à prendre en compte. Nous, ce qui nous intéresse le plus là-dedans, c'est comment, à un moment donné, sur un territoire précis, sur un territoire donné, on va proposer une solution technique d'énergie, de production d'énergie renouvelable qui sera adaptée ou pas à ce territoire-là. On ne peut pas
en tout cas en tant qu'architecte des bâtiments de France, je ne peux pas avoir une position de principe pour ou contre le photovoltaïque. Il y a des endroits où ce sera adapté, il y a des endroits où ça ne le sera pas. On peut aussi se poser la question, quand on dit le photovoltaïque, est-ce que c'est des grands rectangles d'1 mètre sur 2 noirs, ou est-ce que c'est des panneaux qui sont travaillés et proposés par des industriels qui font un petit peu de recherche aussi là-dedans, qui essaient de proposer des solutions alternatives qui sont parfois colorées, dans des dimensions plus petites, avec des formats différents, etc. Il y a des choses qui se font sur le verre aussi. Enfin, on évolue, c'est encore tout neuf, j'allais dire, les énergies renouvelables, et l'industrie, elle évolue beaucoup dessus, et il faut que nous aussi, notre réflexion, elle évolue sur ces positions-là. Et de toute façon, on a une loi qui est sortie encore récemment, la loi APER, qui sur l'accélération de la question des énergies renouvelables, avec des zones d'accélération dans les départements qui sont actuellement à la réflexion. Et ces zones d'accélération, elles vont permettre de favoriser l'implantation des énergies renouvelables, alors quelles qu'elles soient, que ce soit du photovoltaïque, de l'éolien, de la méthanisation, etc., de la géothermie. Mais par contre, ce qui est intéressant derrière ces zones d'accélération, c'est qu'elles vont aussi, une fois mises en place, permettre de produire ce qu'on appelle des zones d'exclusion. Et là, les zones d'exclusion, évidemment, ça nous intéresse tout particulièrement, puisque forcément, on va se poser la question des secteurs qui sont extrêmement sensibles, que ce soit effectivement des centres anciens où, du coup, on a effectivement moyennement envie de voir des toitures constellées de panneaux solaires, encore qu'il faut voir comment c'est proposé, ou alors également des sites classés au titre du Code de l'environnement, puisque le patrimoine, c'est aussi des paysages, ce n'est pas que du bâti, des espaces naturels qui sont préservés, on n'a pas forcément envie de les voir transformés effectivement en champs de photovoltaïque ou recouverts d'unités de méthanisation. On peut se poser ces questions-là. Et c'est ça aussi l'intérêt, c'est qu'à chaque fois, la réglementation, elle embarque plusieurs volets. Et il faut qu'on arrive à jouer sur ces différents volets-là pour trouver, nous, ce qui va nous intéresser et qui va nous permettre de mettre en avant la préservation du patrimoine. J'ai envie de dire que la première énergie renouvelable, en fait, c'est l'être humain, c'est l'homme. Et il faut qu'on se remette au centre de la réflexion. Après, plus concrètement sur notre sujet, en fait, le patrimoine est lui-même une énergie renouvelable en tant que telle, parce que par la richesse en fait de tout ce qu'il nous enseigne, le patrimoine est un réservoir d'idées. Et donc en quelque sorte il est une énergie phénoménale dans notre travail pour tous les acteurs, notamment pour moi architecte. Enfin, c'est extraordinaire. Voilà. Et puis par sa réutilisation possible, le patrimoine c'est aussi une restauration mais une réutilisation. Ce sont des monuments qui changent d'affectation souvent, ou un bâtiment non monumental aussi, voilà, qui est perpétuellement réutilisé, et donc auquel cas c'est une énergie perpétuelle. Alors justement, j'insiste sur ce bon sens et ce modèle que nous offre le bâti ancien à tous les niveaux. Et je prends un exemple, le bâti ancien, ça va jusqu'au XXe siècle, le bâti du XXe siècle fait partie de cette catégorie. On a été saisi par le collectif des habitants de ces fameuses maisons qui ont été construites dans les années 1920, qui sont de style art déco, qu'on appelle les HBM, les habitations bon marché, qui sont complètement stupéfaits de voir qu'on porte atteinte à la ventilation naturelle qui avait été mise en œuvre de leurs bâtiments de façon très intelligente à l'époque. Alors c'était des bâtiments qui avaient été faits pour des gens modestes, par le courant des hygiénistes du 19e, qui étaient encore là présents dans ce projet, des petits logements mais traversants et ventilés naturellement. Grilles de prise d'air sur les façades, de très belles modées nature où la brique règne en maître, ou quelquefois le béton même, comme l'aimait Auguste Perret. Et puis on est en train de remettre en cause cette intelligence profondément écologique sur la ventilation, qui ne coûte pas cher, qui ne consomme pas d'énergie, qui est profondément un modèle, mais les bureaux d'études qui sont chargés de la rénovation énergétique dans ces logements, qui n'appartiennent pas aux gens qui l'habitent, qui sont locataires, voient leur logement complètement, on va dire, détruit par rapport au confort qu'ils ressentaient lorsque ce système était respecté et fonctionnait tel qu'il avait été prévu. Lorsqu'ils reprennent leurs habitations, on a supprimé la ventilation naturelle, on a changé, on a étanchéifié les habitats, on a supprimé les conduits de cheminée et on a mis des VMC. Alors là, c'est vraiment un contre-exemple. Le bureau d'études saisi, il ne fait qu'appliquer la culture qu'on lui demande. La norme aujourd'hui, c'est ça. Eh bien, dans le bâti ancien, ça peut être autre chose. Et il faut le dire, et il faut que la norme évolue
parce que là, elle est inadaptée au bâti ancien et elle est anti-écologique. Voilà, je le dis. Et effectivement, il faut le défendre. Je vois que vous êtes là tous les trois, On est complètement d'accord. vent debout. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup tous les trois pour cet échange particulièrement intéressant. Merci à vous. À Merci à bientôt. vous. Merci. Je vous invite à retrouver cette émission ainsi que toutes celles tournées dans le cadre du Forum du patrimoine sur notre plateforme YouTube Atrium Patrimoine et Restauration. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres émissions. Au revoir.